Il y avait des matins à Paris où Antoine Lefèvre regardait la ville depuis sa terrasse de 280 mètres carrés et ne voyait rien. Pas la Seine brillant sous les premières lueurs d'octobre, pas les toits gris ardoises s'étirant jusqu'à l'horizon, pas même les pigeons qui se disputaient les rebords des cheminées dans l'indifférence complète du monde. Il voyait des chiffres, des délais, des lignes de contrats mal négociés. Il voyait le vide laissé par 3 600 000 € partis ailleurs, dans les mains d'un concurrent qu'il méprisait depuis 10 ans et qui venait, ce mardi matin d'octobre, de lui souffler le marché de rénovation structurelle du Grand Palais éphémère. Antoine Lefèvre, 44 ans, PDG de la Lefèvre Ingénierie & Construction, n'avait pas perdu un appel d'offres majeur depuis 2019. Il mit 20 secondes exactement à intégrer l'information, la transformer en colère froide, puis la ranger dans la partie de lui-même qui ne laissait rien paraître. 20 secondes. Il était chronométré même dans ses douleurs. L'appartement du 7e arrondissement était silencieux comme il l'avait toujours été. 180 mètres carrés de parquet en chêne clair, de surface laquée blanc, de bibliothèque classée par thème et par hauteur décroissante. Un appartement qui ressemblait moins à un foyer qu'à une démonstration de ce que la réussite pouvait produire quand on lui retirait tout ce qui n'était pas fonctionnel. Sa ex-femme, Claire, avait dit ça le soir où elle avait posé les clés sur le comptoir en granit 5 ans auparavant. Elle avait dit « Tu aimes les processus plus que les gens, Antoine ». Et il n'avait pas répondu parce qu'il cherchait, en temps réel, en quoi cette affirmation était inexacte. Il ne l'avait pas trouvée. Il prit son attaché-case à 7 heures moins le quart, descendit par l'ascenseur privatif, traversa le hall sans regarder le concierge Monsieur Ferrand, qui lui souhaita quand même une bonne journée du même ton résigné que d'habitude. La Citroën DS noire l'attendait en bas. Son chauffeur, Édouard, ne parlait jamais le matin. C'était pour ça qu'Antoine l'avait gardé 12 ans. Au siège de Lefèvre Ingénierie & Construction, rue du Faubourg Saint-Honoré, les 320 employés savaient 2 choses avec certitude. Leur PDG arrivait à 6h30 précises et ne repartait jamais avant 22h. Tout le reste était variable. L'humeur, la température dans la salle de réunion, la probabilité qu'un dossier soit renvoyé pour refonte complète. Ces choses-là dépendaient de facteurs que personne n'avait encore réussi à cartographier, malgré 14 ans d'expérience collective. Ce mardi-là, cependant, Antoine Lefèvre fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que la société existait sous sa forme actuelle. Il rentra chez lui à 14h. La migraine avait commencé vers 11h, juste après le 3e appel de la direction des marchés publics. Une douleur sourde derrière l'œil droit. Le genre de douleur qu'on ignore pendant 3 heures, parce qu'on a autre chose à faire, jusqu'au moment où elle décide de ne plus se laisser ignorer. Il donna ses consignes à Isabelle, sa directrice de cabinet, avec la précision habituelle. Réunion reportée, validation des devis en attente, réponse à Sébastien Marchand avant 17h, et sorti sans que personne ose lui demander s'il allait bien. Personne ne demandait jamais ça à Antoine Lefèvre. Dans la voiture, il ferma les yeux. La ville glissait derrière les vitres teintées, les klaxons arrivant comme de loin, atténués, presque irréels. Il pensa à la réunion de mercredi. Il pensa au rapport trimestriel. Il pensa, brièvement, à la façon dont la lumière entrait dans son appartement à cette heure-là de la journée, une lumière qu'il ne voyait jamais d'habitude, parce qu'il n'était jamais là à 14h. L'idée était presque abstraite, comme penser à un pays où on n'est jamais allé. Édouard se gara devant l'immeuble. Antoine prit l'ascenseur, composa le code, ouvrit la porte et s'arrêta. Il y avait quelqu'un dans sa poltrona. La salle de visite de l'appartement donnait directement sur l'entrée. Un couloir de marbre blanc, 2 mètres à peine, puis la pièce s'ouvrait sur une baie vitrée qui surplombait les toits du 7e. La poltronne en cuir blanc, pièce italienne, 4 000 €, jamais utilisée pour autre chose que recevoir des documents, accueillait, en cet instant précis, une femme d'une 50aine d'années. Inclinée sur le côté, la tête légèrement appuyée contre le dossier, un panneau de nettoyage encore serré dans la main. Elle dormait, profondément, avec la respiration lente et régulière de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis trop longtemps et dont le corps a décidé, indépendamment de toute volonté, que c'était maintenant ou jamais.
Antoine Lefebvre resta immobile 40 secondes. Il avait déjà son téléphone en main. Le numéro de la société de nettoyage était enregistré sous « Prestataire, priorité 2 », juste en dessous du gestionnaire de l'immeuble et juste au-dessus de la société de sécurité. Il pouvait composer en 8 secondes, obtenir un responsable en 3 minutes et avoir une réclamation officielle déposée avant 14h30. C'est ce que la situation appelait. C'est ce que n'importe quel protocole de gestion de prestataire recommandait. Il ne composa pas. Ce qu'il vit, dans ces 40 secondes, arrêta quelque chose en lui qu'il n'aurait pas su nommer. Les mains de la femme, les articulations marquées, les paumes rougies, les doigts légèrement déformés par des années de contact avec des produits, la peau sèche et craquelée sur le dos des mains comme un cuir trop longtemps exposé. Et malgré tout ça, même dans le sommeil, elle serrait encore le panneau. Comme si lâcher l'outil, même inconsciente, représentait un luxe qu'elle ne s'autorisait pas. Il vit les cernes sous les yeux, profondes, violettes, que le fond de teint bon marché n'effaçait que partiellement. Il vit les chaussures, un tennis blanc usé jusqu'à l'os, la semelle décollant légèrement sur le côté gauche, rattachée avec ce qui ressemblait à du ruban adhésif transparent à moitié décollé. Antoine ferma son téléphone. Il fit le tour par le couloir secondaire, récupéra son ordinateur dans le bureau, revint dans la pièce sans faire de bruit. Les semelles en cuir de ses Oxford sur le parquet ciré ne produisaient qu'un murmure, et s'installa au fond de la salle de visite, dans le fauteuil le plus éloigné. Il posa l'ordinateur sur ses genoux, ouvrit le rapport de synthèse qu'Isabelle lui avait envoyé à 13h42 et commença à travailler. 45 minutes passèrent. Il entendit le sursaut avant de le voir, un halètement bref, le froissement du cuir, le bruit d'un objet, le panneau, tombant sur le parquet. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Il finit la phrase qu'il lisait. Quand il regarda, la femme était debout, blanche comme du marbre, la main devant la bouche, les yeux fixés sur lui avec une expression qu'il reconnut sans peine. La panique absolue de quelqu'un qui vient de commettre l'irréparable et qui calcule, en temps réel, l'étendue des dégâts. « Monsieur Lefebvre, je vous demande pardon. Je ne sais pas comment. Je n'aurais jamais. Veuillez me renvoyer. Mais s'il vous plaît, ne contactez pas la société, je perds le poste, ma fille. » Antoine leva une main. Juste une main, paume ouverte. Le geste n'était pas cruel, il n'était pas chaleureux non plus. Il était simplement net. « Le café ?» Elle cligna des yeux. « Pardon ? Il est 14h43. Je n'ai pas eu de café depuis 13h. La machine est dans la cuisine. » Un silence. Elle le regarda comme si elle cherchait le piège. Il y en avait peut-être un, il n'y en avait pas. Il ramena les yeux sur son écran. Elle alla chercher le café. Elle revint 2 minutes plus tard avec une tasse. Petite, noire, sans sucre, la bonne machine avait dû lui indiquer les préférences enregistrées et la posa sur le bord de la table basse, à sa gauche. Sa main tremblait légèrement. Pas beaucoup. Juste assez pour que la tasse tinte contre la soucoupe une seule fois. Antoine prit la tasse sans regarder, la porta à ses lèvres, la posa. « Asseyez-vous. Monsieur, vous vous appelez Sonia Martin, c'est ça ?» Il tapait toujours, les yeux sur l'écran. « La société Propre Net vous a affecté à cet appartement il y a 9 ans. Vous travaillez le mardi et le vendredi matin, 7h à 13h. »« Oui, monsieur. »« Combien d'heures avez-vous travaillé hier ?» Le silence qui suivit était différent des autres. Pas la panique du début, pas le soulagement fragile du café. C'était un silence de quelqu'un qui pèse ce qu'elle peut dire et ce qu'elle ne peut pas. « La journée standard ici est de 7 heures, monsieur. » Antoine ferma le rapport, croisa les bras, la regarda pour la première fois vraiment. Pas comme on regarde un prestataire, pas comme on regarde un problème à résoudre, mais comme on regarde quelque chose qu'on essaie de comprendre. « Je ne vous ai pas demandé la durée de votre service ici. Je vous ai demandé combien d'heures vous avez travaillé hier, au total. » Elle tint le regard quelques secondes. « 18 heures, dit-elle enfin, très doucement. Je termine ici à 17 heures les vendredis. Je vais directement à l'hôpital Saint-Joseph. Je finis à minuit, le lundi, le mercredi et le vendredi. » Antoine ne répondit pas. Il prit un bloc sur la table basse, un bloc A5 à couverture noire, le genre qu'il utilisait pour noter les chiffres pendant les réunions, et écrivit « Hôpital Saint-Joseph, service de nuit,
18 heures de travail. Vous pouvez y aller, dit-il. Sonia Martin ramassa le panneau qui était tombé sur le parquet, rassembla ses affaires dans le couloir avec des gestes encore légèrement tremblants et sortit. La porte de l'appartement se referma avec le déclic habituel, précis, silencieux. Antoine resta assis un long moment sans rouvrir l'ordinateur. Il regardait la poltrona en cuir blanc où la forme d'un corps fatigué avait légèrement marqué le coussin. Puis, il regarda la tasse de café, parfaite, posée exactement où il fallait. Puis, il regarda ses propres mains, soignées, reposées, sans une égratignure, et pensa, sans savoir pourquoi, aux articulations rougies qui serraient encore un outil dans le sommeil. Il n'était pas sentimental, il ne l'avait jamais été. Mais il était avant tout quelqu'un qui savait lire les chiffres. Et les chiffres de ce moment-là disaient quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à formuler complètement. Il rouvrit le bloc, regarda les 3 lignes qu'il venait d'écrire, et, pour la première fois depuis 5 ans, ne pensa pas au rapport du soir. Le mercredi suivant, Antoine Lefebvre arriva au bureau à 7 heures, pas à 6h30, à 7 heures. Isabelle, qui était là depuis 6h45, comme chaque matin, leva les yeux de son écran avec l'expression de quelqu'un qui vient de voir un phénomène météorologique inhabituel et ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que les observations sur le comportement d'Antoine Lefebvre se formulaient mieux dans sa tête que dans l'air. Il ne dit rien non plus. Il posa son attaché-case, demanda le calendrier de la semaine, s'installa dans son bureau vitré au fond du plateau Open Space et commença à travailler comme si rien ne s'était passé, comme si 20 minutes de différence dans une routine de 14 ans n'avaient aucune signification particulière. Mais il le savait parce qu'il avait calculé. Sonia Martin commençait son service à 7 heures. Elle arrivait en général par le parking souterrain, montait par l'escalier de service, commençait par la cuisine, puis le couloir, puis les chambres. S'il lui arrivait à 7 heures et non à 6h30, il n'était pas dans l'appartement quand elle entrait. Il n'avait pas à lui parler, il n'avait pas à gérer quoi que ce soit d'inconfortable. C'était une décision logistique, rien d'autre. C'est ce qu'il se dit. Ce qu'il ne se dit pas, parce que certaines choses résistent à la mise en mots même intérieurement, c'est que depuis le mardi précédent, il dormait mal. Pas à cause du marché perdu, pas à cause de la migraine, à cause d'une image qui revenait avec la persistance irrationnelle des choses qu'on n'a pas choisies, des mains craquelées serrant un panneau dans le sommeil. Cette image ne lui demandait rien. Elle ne l'accusait pas. Elle était là, simplement, avec l'obstination silencieuse des faits qu'on ne peut pas reclasser dans une catégorie. Il passa la semaine à travailler. Réunion, validation, arbitrage budgétaire, une visite de chantier à Nanterre le jeudi. La machine tournait avec la précision habituelle. Les 320 employés faisaient leurs 320 rôles. Les chiffres avançaient dans le bon sens. Et Antoine Lefebvre, le vendredi soir, s'arrêta devant le concierge de l'immeuble pour la première fois depuis qu'il habitait là. Monsieur Ferrand avait 62 ans, une moustache grise taillée court et l'habitude des silences respectueux. Il se leva de sa chaise quand Antoine entra, comme toujours, avec le réflexe de quelqu'un qui a passé 40 ans à se lever pour des gens plus importants que lui. « Monsieur Lefebvre, bonsoir. »« Ferrand ?» Antoine s'arrêta. Il ne s'assit pas, ne s'appuya pas contre le comptoir. Il resta debout, les mains dans les poches, ce qui était déjà inhabituel. La femme de ménage, Sonia Martin. Ferrand ne changea pas d'expression. « Oui, monsieur. Vous la connaissez ? » « Un temps. On se croise le matin, monsieur. Elle arrive à 7 heures pile. Elle dit bonjour. Elle demande si je veux un café de la machine. Il s'interrompit comme s'il venait de se souvenir à qui il parlait et que les détails superflus n'étaient pas les bienvenus. Elle est très sérieuse dans son travail. Où est-ce qu'elle habite ? Ferrand le regarda une seconde de trop. Antoine ne sia pas. Saint-Denis, je crois. Elle m'a dit une fois que ça lui faisait 45 minutes de RER. Elle prend le RERD. Antoine hocha la tête. Il allait repartir. Puis, elle a de la famille ? Le concierge hésita, jaugeant quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Sa mère est malade, Alzheimer, je crois, à un stade avancé, et elle a une fille au lycée.
Il baissa légèrement la voix, non pas par discrétion, mais par le genre de pudeur qu'ont les gens simples devant les douleurs des autres. Elle m'a dit une fois que sa fille garde la grand-mère l'après-midi pour que Sonia puisse enchaîner les 2 services. Ça m'a... Il s'arrêta. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Antoine dit bonsoir et monta. Dans l'ascenseur, il fit ce qu'il faisait avec tous les problèmes complexes. Il construisit le modèle. 2 emplois. Lefebvre Ingénierie le matin, Hôpital Saint-Joseph 3 soirs par semaine. Il connaissait les salaires du secteur, pas par humanisme, par rigueur de gestionnaire. Il avait négocié lui-même le contrat avec Propre Net 6 ans plus tôt. Un service de nettoyage résidentiel à ce niveau de prestation. L'employé percevait aux alentours de 1 200 € net. Un poste de nettoyage hospitalier à temps partiel. Autour de 1 200 également, peut-être un peu plus avec les majorations de nuit. 2 400 €, 2 450 peut-être, pour Paris et la petite couronne, avec une mère en Alzheimer avancé. Il sortit de l'ascenseur, composa le code, entra dans l'appartement silencieux. Les surfaces étaient propres, le parquet avait été passé. La cuisine brillait sous la lumière froide du plafonnier. Il y avait, sur le bord de l'évier, une tasse retournée sur le séchoir. Une seule, propre, qu'il reconnut comme étant celle qu'il utilisait le matin. Elle l'avait lavée et rangée avant de partir. Il s'arrêta devant cette tasse, un long moment. Puis, il alla chercher son bloc A5 et fit les calculs. Loyer en petite couronne, pour un appartement adapté à 3 personnes, il chercha 38 mètres carrés, Saint-Denis, autour de 850 €. Médicaments et soins non remboursés pour Alzheimer, stade avancé. Il chercha sur son téléphone, regarda les chiffres, les relut, entre 500 et 1 000 € par mois selon les aides obtenues. Transport, alimentation, charges. Il écrivit, raya, recalcula. La marge était impossible. La marge était moins de 200 € par mois d'imprévu possible. Moins de 200 € entre la survie et ce qui arrivait après la survie. Antoine Lefebvre avait signé des contrats à 20 millions d'euros. Il avait arbitré des budgets de chantier à 7 chiffres. Il avait restructuré une entreprise en perdition en 18 mois et transformé 140 postes en 320, sans perdre un seul trimestre de rentabilité. Il savait lire un bilan comme d'autres lisent une partition. Et ce soir-là, dans sa cuisine, de 110 mètres carrés au 7e arrondissement, il regarda les chiffres écrits à la main sur un bloc A5 et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, une injustice mathématique, pas morale, il n'était pas l'homme des postures morales, mais mathématiques. Le ratio entre l'effort produit et le résultat obtenu était cassé, profondément, structurellement cassé. Et ça, chez Antoine Lefebvre, c'était inadmissible. Il rangea le bloc, alla se coucher à 22h30, ce qui était pour lui une heure presque indécente de précocité. Le mercredi suivant, il était à l'appartement à 10h. Une réunion annulée au dernier moment avait libéré sa matinée. Il entendit Sonia avant de la voir, un son léger, presque inaudible, qui venait du couloir menant à la salle de bain du fond. Il s'approcha sans faire de bruit. Les semelles de ses Oxford glissaient sur le parquet sans accroc et s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Elle était à genoux sur le carrelage blanc, le dos légèrement courbé, frottant le joint entre les carreaux avec une brosse à dents usée. Et elle chantait, elle. Pas à voix haute, c'était à peine plus qu'un murmure, une mélodie ancienne, le genre de chanson qui appartient à une époque particulière et s'installe dans la mémoire sans qu'on lui ait demandé la permission. Elle n'avait pas entendu Antoine arriver. Elle continuait à frotter, à chanter, avec la concentration tranquille de quelqu'un qui est seul dans son monde. Antoine resta là 30 secondes. Il y avait quelque chose dans cette scène qu'il n'arrivait pas à réduire à une catégorie fonctionnelle. Une femme dont le corps était épuisé, il le savait désormais, il connaissait les chiffres, et qui trouvait néanmoins, dans les gestes les plus mécaniques, les plus répétitifs, quelque chose qui ressemblait à une présence à elle-même. Pas du bonheur, pas de la résignation, quelque chose de plus difficile à nommer, une intégrité qui ne dépendait pas des circonstances. Il recula sans faire de bruit, retourna dans son bureau,
ferma la porte, mais il ne rouvrit pas son ordinateur tout de suite. Il s'assit dans son fauteuil, regarda le plafond et pensa, sans vouloir le penser, à la dernière fois qu'il avait chanté quelque chose. Il chercha, il ne trouva pas. Il était incapable de se souvenir. Ce n'était pas un vide douloureux. C'était simplement un espace vide dans un agenda qui n'avait jamais prévu de case pour ce genre de choses. Pas de sentimentalisme, se dit-il, ce n'est pas ce que c'est, mais il ne mit pas la musique. Il travailla en silence pendant 2 heures, et quand Sonia frappa légèrement à la porte du bureau pour lui signaler qu'elle avait terminé et partait, il répondit « bien » sans lever les yeux, puis attendit d'entendre le déclic de la porte d'entrée pour poser son stylo. Il y avait sur son bureau, à côté du rapport qu'il était censé relire, une tasse de café frais. Elle l'avait posée sans qu'il le lui ait demandé. La température était exactement correcte, pas trop chaud, pas tiède, juste le moment où le café est parfait. Il la prit, la porta à ses lèvres, et comprit, sans vouloir tirer aucune conclusion hâtive, que quelqu'un avait calculé l'heure exacte à laquelle il arrêtait généralement de travailler pour prendre son café et avait adapté en conséquence. Il posa la tasse, regarda la porte fermée. Pas de sentimentalisme, répéta-t-il intérieurement. Mais il rangea le rapport sans le relire. Le mois d'octobre s'étira sur Paris avec cette lumière particulière qu'on ne trouve qu'à cette saison, une clarté oblique, dorée et légèrement mélancolique, qui entrait par les baies vitrées de l'appartement du 7e arrondissement à des angles que les autres mois de l'année ne produisaient pas. Antoine ne l'avait jamais remarqué. Il n'était jamais là pour la voir. Mais depuis qu'il arrivait à 7 heures au bureau au lieu de 6h30, il rentrait parfois à 19h au lieu de 22, et la lumière d'octobre était là, posée sur le parquet en chêne, indifférente et somptueuse. Il ne fit pas le lien immédiatement, ce n'est que vers la 3e semaine qu'il remarqua, avec la précision analytique qui structurait tout chez lui, qu'il avait cessé de faire quelque chose qu'il faisait depuis 14 ans. Il avait cessé de passer le doigt sur les surfaces après que Sonia était passée. Ce geste-là, index tendu sur le rebord d'un meuble, vérification du dépôt de poussière résiduelle, faisait partie de sa routine depuis qu'il avait emménagé dans cet appartement. Pas par manie, par principe de contrôle. Chaque chose méritait vérification, chaque prestation devait être évaluée. Il laissait des notes sur la bancada de la cuisine quand quelque chose n'était pas à la hauteur. Pas des notes agressives, des notes factuelles. Joint de la cuisine à refaire. Miroir de l'entrée, trace. Plinthe salon insuffisante. Des notes qu'il avait cessé de laisser sans s'en apercevoir, comme on cesse de vérifier une porte qu'on sait fermer. Il s'en rendit compte un mardi matin, en passant devant la cuisine et en constatant que la bancada était vide. Propre, silencieuse, sans notes. Il s'arrêta, réfléchit. La dernière note remontait à quand? Il ne savait plus. 2 semaines. 3. Il fit le tour de l'appartement mentalement. La salle de bain du fond était impeccable. Il le savait depuis le mercredi de la chanson. Le couloir était nickel. Le salon ne demandait rien. Il n'avait pas de note à laisser. Pas parce qu'il avait renoncé à ses standards. Parce que les standards étaient tenus. Ce n'était pas anodin. Dans 14 ans de vie dans cet appartement, il n'y avait pas eu une seule semaine sans au moins une observation à formuler. Il n'écrivit pas de notes. Il prit son café, préparé, à la bonne température, posé sur la bancada, avec une précision qui commençait à lui sembler presque familière, et alla travailler. Novembre arriva avec le froid et les premières pluies lourdes sur Paris. Antoine était à Marseille 2 jours pour un chantier de rénovation portuaire, à Lyon une journée pour une réunion avec un partenaire financier, et à Paris le reste du temps avec le calendrier habituel des fins d'année fiscales. Il dormait 6 heures par nuit, mangeait mal, un sandwich sur le bureau à midi, une soupe réchauffée le soir, et fonctionnait avec la régularité d'une machine bien entretenue. C'est ce que ses collaborateurs voyaient. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'en rentrant le soir, il s'arrêtait parfois dans l'entrée de l'appartement et restait là 1 ou 2 secondes, dans le silence propre et ordonné, à chercher quelque chose qu'il n'aurait pas su définir. Un mardi matin de la 2e semaine de novembre, il était à l'appartement pour une conférence téléphonique avec un investisseur basé à Singapour,
Décalage horaire obligé, la réunion était à 8 heures de Paris quand il entendit Sonia arriver. Le cliquetis de la clé dans la serrure de service, le bruit discret du chariot qu'elle laissait toujours dans le couloir d'entrée, ses pas sur le parquet. Elle ne savait pas qu'il était là. Elle ne vérifiait jamais. Personne ne lui avait dit de vérifier. Et lui n'avait jamais eu l'habitude de signaler sa présence à une employée de service. Il était dans le bureau, casque sur les oreilles, quand il entendit un bruit différent des autres. Un bruit qu'il identifia après 2 secondes. Quelqu'un posait quelque chose sur le parquet avec soin, délicatement, pour ne pas faire de bruit. Puis un froissement de tissu. Puis le silence. La conférence téléphonique dura 40 minutes. Il gestionna les questions de l'investisseur de Singapour avec la concentration habituelle, valida 3 points budgétaires, demanda un rapport intermédiaire pour le 15. Quand il raccrocha, il resta assis 1 minute, les yeux sur l'écran, puis enleva le casque. L'appartement était silencieux. Il sortit du bureau, traversa le couloir, passa devant la salle de visite. Sonia était dans le salon, en train de passer la serpillière, le dos tourné. À ses pieds, posé contre le mur avec un soin qui ressemblait à une petite cérémonie, il y avait ses tennis blancs. Elle travaillait en chaussettes, des chaussettes blanches, épaisses, pratiques, pour ne pas laisser de traces sur le parquet qu'elle venait de laver. Il n'y avait aucune obligation à ça, aucune instruction. Elle avait décidé seule, à un moment qui lui appartenait entièrement, que le parquet propre méritait d'être préservé même par elle. Antoine regarda la scène 3 secondes, puis rebroussa chemin vers la cuisine. Il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, peut-être depuis le temps de son mariage, peut-être avant. Il prépara du café pour 2. Pas avec la machine automatique qui produisait les doses calibrées, mais avec la cafetière à piston qu'il gardait dans un placard et n'utilisait jamais, un cadeau d'un associé japonais qui appréciait le café fait à la main. Il mit la bonne quantité de café moulu, fit chauffer l'eau à la bonne température, 90 degrés, pas plus. Il avait lu ça quelque part et retenu l'information avec la précision qu'il appliquait à tout, et pressa lentement le piston. L'arôme se répandit dans la cuisine, dense, chaud, avec ce quelque chose de légèrement toasté qui appartient au café fait correctement, et non à la machine à capsules. Il entendit les pas de Sonia s'arrêter dans le couloir. Il ne se retourna pas. « Monsieur Lefebvre, il y a une tasse sur la bancada, dit-il. » Il versa la sienne, prit son mug, se dirigea vers la porte. « Le café est chaud, prenez le temps qu'il faut. » Il y eut un silence. « Oui, merci, monsieur. » Il alla dans son bureau et ferma la porte. S'assit, ne travailla pas pendant 4 minutes, ce qui, pour lui, était équivalent à une éternité. Ce qu'il ressentait n'était pas de la fierté, ce n'était pas de la générosité. Il avait fait un café, ce n'était pas un acte de charité, c'était quelque chose de plus petit et de plus difficile à cataloguer. Le sentiment d'avoir, pour la première fois depuis longtemps, fait quelque chose qui n'était inscrit dans aucun agenda, aucun protocole, aucune liste de tâches, quelque chose qui n'avait d'utilité que dans le moment précis où ça se produisait. Pas de sentimentalisme. Il rouvrit son ordinateur. La semaine suivante, un vendredi après-midi, Sonia était en train de finir le dernier couloir quand Antoine rentra de bonne heure. Une réunion externe, annulée, encore. Le mois de novembre avait une tendance inhabituelle aux annulations. Elle se retourna avec le réflexe conditionné des semaines précédentes, vérifier si elle avait fait quelque chose de mal, et il lui fit le même geste de la main qu'au premier jour. Paume ouverte, rien à signaler. Il posa son attaché-case, desserra légèrement son nœud de cravate, ce qui, dans l'échelle des relâchements d'Antoine Lefebvre, représentait quelque chose de presque spectaculaire, et dit sans transition « Votre mère, quel établissement ?» Sonia s'immobilisa. « Monsieur, Alzheimer, votre mère, elle est en établissement ou à domicile ?» Un temps. Elle s'appuya légèrement sur la poignée du chariot, comme si elle cherchait où poser son équilibre. « À domicile, monsieur. Je n'ai pas les moyens d'un établissement. On a essayé une aide à domicile externe, mais c'était... » Elle s'arrêta. « C'était trop cher. Quel niveau de dépendance ?»
Elle le regarda avec quelque chose dans les yeux qui n'était ni méfiance, ni gratitude. C'était la prudence de quelqu'un qui ne comprend pas encore ce qu'on lui demande, ni pourquoi. « JR2, dit-elle. Elle ne se souvient plus de mon prénom depuis 6 mois. Elle reconnaît ma fille, des fois. Elle chante encore. Des vieilles chansons. Elle les chante toute la journée, parfois. » Antoine hocha la tête lentement. Il pensa à la femme qu'il avait entendue fredonner dans la salle de bain du couloir. Il pensa à ce que ça signifiait que la musique soit la dernière chose à tenir dans une mémoire qui s'effrite. Les remboursements de la CEPAM et du département couvrent combien? Sonia ouvrit la bouche, la referma. « Monsieur Lefebvre, je ne suis pas sûr de... Je vous pose une question de gestion, dit-il, et sa voix n'avait pas le tranchant habituel. C'était plus neutre que ça, plus direct, comme quand il évaluait un dossier sans enjeu émotionnel personnel. Vous n'avez pas à répondre si vous ne voulez pas. » Elle le regarda encore une seconde. Puis elle dit, avec la franchise nette de quelqu'un qui a arrêté depuis longtemps de prétendre que la situation était autre chose que ce qu'elle était, « Les aides couvrent environ la moitié. Le reste, c'est sur les 2 salaires. Et les mois où il y a une dépense imprévue, une hospitalisation, un médicament hors liste, on mange moins bien pendant 2 semaines. » Le silence qui s'installa n'était pas gênant. Il était de la nature des silences, devant les équations qu'on ne peut pas résoudre rapidement. Antoine dit « Bien » et alla dans son bureau. Sonia finit son service, prit ses affaires. Avant de partir, elle s'arrêta une seconde devant la porte du bureau, fermée. Elle ne frappa pas, elle n'avait rien à dire. Mais elle resta là 2 secondes, avec l'expression de quelqu'un qui pèse une chose sans savoir quoi en faire. Puis elle sortit. Antoine entendit la porte se fermer. Il prit son bloc A5. Il écrivit les chiffres. JR2, aide à domicile, mutuelle familiale premium, coût employeur mensuel, CDI direct. Il fit les calculs avec la méthodologie qui lui avait permis de construire 320 postes depuis 0. Il regarda le résultat, le regarda encore. Ce n'était pas ruineux. Dans le budget de Lefebvre Ingénierie et Construction, c'était une ligne parmi des centaines. Ce n'était pas une question de moyens. Ce n'avait jamais été une question de moyens. Il posa le stylo. La première vez depuis des années, depuis l'époque où il avait créé le premier poste dans la société, embauché le premier employé, signé le premier contrat de quelqu'un d'autre, il ressentit quelque chose qui ressemblait, très légèrement, à une évidence. Pas une émotion, une évidence. Le genre de choses qu'on voit clairement quand on arrête de regarder les indicateurs de performance et qu'on regarde simplement ce qui est là. Il ferma le bloc, appela Isabelle. « Demain matin, j'ai besoin d'un modèle de CDI pour un poste de propreté et entretien. Salaire brut 2 900 €. Mutuelle familiale option premium avec prise en charge, ascendant dépendant. Horaire fixe lundi au vendredi, 7 h à 14 h. » Un silence d'Isabelle. « Oui, monsieur Lefebvre. » Elle ne posa pas de questions. C'était pour ça qu'il l'avait gardée 11 ans. Il raccrocha, regarda par la baie vitrée. Paris brillait sous la pluie de novembre, les lumières dorées des quais se reflétant sur le bitume mouillé. 45 minutes de RERD depuis Saint-Denis, tous les matins, dans le froid, dans la chaleur, dans l'épuisement des 18 heures de travail de la veille. Dehors, quelque part sur ce réseau de lignes ferrées qui traversait la ville et sa périphérie, Sonia Martin prenait le RERD pour rentrer chez elle. Il ne savait pas pourquoi cette pensée était là. Il ne savait pas non plus pourquoi il la laissait rester. Il laissa. Le coup de téléphone arriva un jeudi matin à 9h17. Antoine était en réunion de validation budgétaire avec ses 4 directeurs de pôle quand son téléphone afficha un numéro qu'il ne reconnut pas. Un numéro de portable, pas un fixe professionnel. Il l'ignora. Le numéro rappela 2 minutes plus tard. Il fit signe à Isabelle d'une pression du regard, sortit discrètement de la salle de réunion, décrocha dans le couloir. « Monsieur Lefebvre ?» La voix était celle d'un homme, la cinquantaine, ton commercial bien rodé. « Ici, Franck Demoulin, directeur commercial de Proprenet. Je voulais vous informer d'un changement dans votre équipe d'entretien à compter du lundi 25 novembre. » Antoine s'arrêta devant la fenêtre du couloir. En bas, la rue du Faubourg Saint-Honoré brillait sous la pluie fine du matin, les voitures avançant au ralenti dans les 2 sens. Quel changement?
Nous avons eu une opportunité de repositionner Madame Martin sur un compte premium à la Défense. Un immeuble de bureau de 6 étages, contrat annuel. Pour votre adresse, nous vous affectons Madame Benali, très compétente, 8 ans d'expérience dans le résidentiel haut de gamme. Non, un silence. Pardon? Sonia Martin reste sur mon adresse. Antoine tourna le dos à la fenêtre. Sa voix n'avait pas monté d'un demi-ton. Elle était exactement là où elle était toujours. Plate, nette, sans une inflexion superflue. Ce n'est pas négociable. Demoulin prit le ton légèrement condescendant des commerciaux habitués à gérer les résistances clients. Je comprends tout à fait votre attachement à une intervenante que vous connaissez, mais dans le cadre de notre organisation opérationnelle, nous devons parfois procéder à des ajustements. Madame Benali est parfaitement... Demoulin. Antoine s'arrêta, laissa le prénom seul dans le silence une seconde. Vous avez 3 de vos clients actuels qui ont contractualisé avec Proprenet sur ma recommandation directe ces 2 dernières années. Le cabinet Archambault, rue de Rivoli. Les bureaux du groupe Steiner à Opéra. La résidence Monceau Gestion Patrimoniale. 3 contrats. Je peux vérifier les montants si vous avez besoin qu'on parle en chiffres. Un silence différent du premier, plus long. Si Sonia Martin est repositionnée à la Défense lundi prochain, je résilie mon contrat avec Proprenet avant la fin de la semaine et je passe 3 appels téléphoniques dans la journée. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre portefeuille. La voix de Demoulin, quand elle revint, avait perdu son vernis commercial. Je vais voir ce que je peux faire en interne, monsieur Lefebvre. Bien, bonne journée. Il raccrocha. Resta une seconde dans le couloir, le téléphone à la main. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait son poids de client pour imposer une décision. C'était un outil comme un autre, dans l'arsenal des négociations. Il l'avait fait des dizaines de fois pour des enjeux à 7 chiffres. Jamais pour quelque chose comme ça. Il rentra dans la salle de réunion, se rassit, prit son stylo. « On reprend au point 3, dit-il. Et la réunion continua comme si rien ne s'était passé. Le lundi suivant, Sonia Martin arriva à 7 heures, comme d'habitude. Elle ne savait rien. Elle prit ses clés au boîtier de l'entrée de service, sortit son chariot du local, commença son service. Dans la cuisine, à côté du matériel d'entretien habituel, il y avait une enveloppe blanche, format A4, posée à plat avec son prénom écrit dessus à la main. Une écriture nette, sans fioriture, les lettres verticales et serrées. Elle la regarda, la retourna, l'ouvrit. Le document à l'intérieur avait 3 pages. Elle lut la première ligne, s'arrêta, recula d'un pas, lut encore. Contrat de travail à durée indéterminée. Lefebvre, ingénierie and construction. Employé. Sonia Martin. Poste, responsable entretien et propreté, siège social et résidence privée. Salaire mensuel brut, 2 900 €. Date de prise d'effet, 1er décembre. Elle tourna la page. La mutuelle. Elle lut les lignes concernant la couverture familiale, les options, les niveaux de remboursement. Elle arriva à la ligne qui mentionnait la prise en charge des ascendants dépendants en option premium. Elle la relut 3 fois. Elle connaissait suffisamment les contrats de mutuelle pour savoir ce que ça signifiait pour les frais médicaux de sa mère. Elle avait passé des heures, au fil des ans, à comparer des offres qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle tourna la dernière page. Horaire, lundi au vendredi, 7 h à 14 h. Pas de clause de disponibilité le soir, pas de week-end. Elle s'assit. Pas dans la poltrona en cuir blanc cette fois, dans le petit tabouret de cuisine, le tabouret bas qu'elle utilisait parfois quand elle nettoyait le bas des armoires. Elle s'assit dessus, avec le contrat dans les mains, les 3 pages étalées sur ses genoux, et elle pleurait sans faire de bruit. Le genre de pleurs qui ne ressemble pas à de la détresse et ne ressemble pas non plus à de la joie. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui arrive quand une pression qu'on portait depuis si longtemps qu'on ne la sentait plus se relâche d'un coup et que le corps ne sait pas comment réagir autrement. Elle pleurait du même silence que celui dans lequel elle avait appris à vivre, sans déranger, sans prendre de place, sans demander qu'on remarque. Antoine était dans le salon quand elle apparut dans l'encadrement de la porte. Il était debout devant la baie vitrée, une tasse de café à la main, regardant les toits de Paris sous la lumière grise du matin de décembre. Il l'entendit arriver. «
ne se retourna pas immédiatement. Quand il se retourna, il vit le contrat dans sa main, les yeux rouges, la posture droite malgré tout, cette dignité-là qui ne la quittait jamais, même maintenant. Elle dit « Pourquoi ?» Ce n'était pas une question rhétorique, ce n'était pas de la gratitude formulée en interrogation. C'était une question réelle, posée par quelqu'un qui avait besoin de comprendre le mécanisme avant de pouvoir accepter ce qui en découlait. Antoine posa sa tasse. Il mit quelques secondes. Pas parce qu'il cherchait ses mots, il avait, d'une certaine façon, préparé cette réponse depuis le jeudi soir, où il avait appelé Isabelle. Mais parce que certaines choses résistent à la formulation rapide et méritent le temps qu'elles demandent. Parce que vous travaillez plus rigoureusement que n'importe qui dans cette société, dit-il, et que la seule chose que je sache faire correctement, c'est reconnaître la compétence quand je la vois. Sonia hocha légèrement la tête, pas satisfaite. Elle cherchait encore quelque chose. Mais vous êtes rigide, monsieur Lefebvre. En 14 ans, vous n'avez jamais fait d'exception pour personne. Tout le monde le sait. Il y eut un silence. Pas un silence de gêne, plutôt le silence de quelqu'un qui reconnaît une vérité sans chercher à la contourner. C'est exact, dit-il. Et puis, après une pause qui sembla lui coûter quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de dépenser. Mais ce mardi-là, quand vous dormiez dans la poltrona, il s'interrompit, regarda brièvement ailleurs, pas par honte, plutôt par le réflexe de quelqu'un qui n'a pas l'habitude que ses propres mots le prennent de court. C'était la première fois en 5 ans que j'ai eu le sentiment qu'il y avait de la vie réelle dans cet appartement. Pas une réunion, pas un protocole, quelque chose de vivant. Sonia le regarda un long moment, ses yeux rouges, sa posture droite, le contrat dans la main. Elle ne dit pas merci, pas encore. Elle dit « J'ai une condition ». Antoine attendit. « Ma fille s'appelle Yasmine, elle a 16 ans. Elle veut faire des études de gestion. Elle prépare son baccalauréat section économique et sociale. Si votre société a un programme de stage ou d'alternance dans les 2 ans qui viennent, » elle s'arrêta, redressa légèrement les épaules. « Je voudrais qu'elle ait la possibilité d'y candidater, pas qu'elle soit prise automatiquement. Juste qu'elle ait la possibilité. » Antoine la regarda. Quelque chose dans l'expression de Sonia à ce moment-là, la façon dont elle avait posé la condition sans la supplier, sans l'envelopper dans des précautions rhétoriques, avec la netteté tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'elle demande et pourquoi elle a le droit de le demander, lui rappela quelque chose qu'il chercha brièvement à identifier. Il identifia. Ça lui rappelait lui-même, 20 ans plus tôt, assis en face d'un banquier pour négocier le premier crédit de sa société, avec rien dans les mains sinon une certitude. « Oui », dit-il. Elle hocha la tête, regarda le contrat une dernière fois. Puis, elle le posa soigneusement sur la table basse, à plat comme un document important qu'on range avec soin. « Je vais finir le couloir du fond », dit-elle. Et elle alla finir le couloir du fond. Antoine resta dans le salon vide. La baie vitrée laissait entrer la lumière grise de décembre, froide et égale. La tasse de café refroidissait sur la table basse à côté du contrat. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait. Pas de la satisfaction, ce n'était pas la texture de la satisfaction, qu'il connaissait bien et qui ressemblait à la fermeture propre d'un dossier. C'était quelque chose de plus ouvert que ça, quelque chose qui ne se fermait pas. Pas de sentimentalisme, se dit-il une dernière fois. Mais cette fois, la formule sonnait un peu creux, comme une instruction qu'on répète depuis si longtemps qu'elle a perdu sa substance. Il alla dans le bureau, s'assit, regarda l'agenda du jour. Réunion à 10 heures, déjeuner de travail à 12h30, validation des plans à 15 heures, appel avec Lyon à 17 heures, l'architecture habituelle d'une journée pleine. Il décala la réunion de 10 heures à 10h30. Ce n'était pas grand-chose, 30 minutes. Mais c'était la première fois en 14 ans qu'il décalait une réunion du matin pour une raison qui n'était pas opérationnelle. Il retourna dans la cuisine, fit chauffer de l'eau pour la cafetière à piston, prit 2 tasses. Quand Sonia revint du couloir du fond 20 minutes plus tard, il y avait du café sur la bancada. 2 tasses. Elle s'arrêta, le regarda. Il lisait quelque chose sur son téléphone, appuyé contre le comptoir, l'air de quelqu'un pour qui ça n'avait rien de particulier. Elle prit la tasse, s'assit sur le tabouret bas, lui resta debout,
le téléphone à la main. Ils burent leur café en silence pendant 7 minutes. Paris faisait son bruit de fond habituel derrière la fenêtre, klaxon lointain, vrombissement d'un bus, voix portée par le vent. À l'intérieur, il n'y avait que le café, la lumière grise de décembre, et deux personnes qui n'avaient pas grand-chose en commun, sauf d'être là, dans la même pièce, à la même heure, sans que personne n'ait eu besoin de le planifier. Ce fut Sonia qui parla la première. « Elle chantait encore hier soir, ma mère. » Sa voix était posée, sans dramatisme. Elle chantait « La mère de Trenet ». Elle ne sait plus mon prénom, mais elle connaît toutes les paroles. Antoine ne répondit pas immédiatement. Puis, la mémoire musicale est la dernière à partir dans l'Alzheimer. C'est documenté neurologiquement. Sonia le regarda avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de l'amusement tranquille. « Vous savez ça ? J'ai lu. Vous avez lu sur l'Alzheimer. » Un silence. « J'ai lu. » répéta-t-il, et cette fois le ton était légèrement différent. Pas sur la défensive, mais avec le léger embarras de quelqu'un qui vient d'admettre quelque chose sans l'avoir prévu. Sonia baissa les yeux sur sa tasse. Un sourire petit et discret, le genre de sourire qu'on retient à moitié, se posa sur ses lèvres 1 seconde. Il ne le vit pas, ou peut-être qu'il le vit et détourna les yeux à temps. Difficile à dire. Il finit son café, rinça la tasse, alla dans le bureau sans rien ajouter. Mais avant de fermer la porte, il dit, sans se retourner, « Yasmine, dites-lui de préparer un CV propre. Pour le printemps, si elle est intéressée, on a un poste d'alternance en contrôle de gestion qui s'ouvre. » La porte se ferma. Sonia resta immobile sur son tabouret, la tasse vide dans les mains, regardant la porte fermée. Pas de sentimentalisme. Elle non plus n'était pas femme à déborder. Mais quelque chose dans sa poitrine s'était allégé d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle ne savait plus comment s'appeler autrement que par ce poids. Elle posa la tasse, se leva, reprit son chariot, et dans le couloir du fond, sans y penser, elle se mit à fredonner la mer. Décembre s'installa sur Paris avec la brutalité habituelle des fins d'année, les rues du 7e arrondissement illuminées de guirlandes blanches, le froid sec qui montait du bitume le matin, les vitrines des boutiques affichant leur composition de Noël avec la précision d'une mise en scène théâtrale. Antoine traversait tout ça comme il traversait tout le reste, en ligne droite, regard devant, attaché case à la main, sans s'arrêter. Il avait toujours trouvé les décorations de fin d'année légèrement excessives, un investissement d'énergie collective dans quelque chose d'éphémère. Il ne le dit jamais à voix haute parce que ce n'était pas le genre de choses qu'on disait à voix haute, mais c'était ce qu'il pensait depuis 20 ans. Cette année-là, pour la première fois, il s'arrêta devant la boulangerie du bas de la rue. Juste 1 seconde. Il y avait une couronne de branches de sapin sur la porte, pas très grande, avec un ruban rouge, quelque chose de simple, de non commercial, qui ressemblait à quelqu'un qui avait posé ça là parce que ça lui semblait juste. Il regarda la couronne 3 secondes. Puis, il entra acheter un pain au chocolat, ce qu'il n'avait pas fait depuis l'époque où il avait encore le temps de descendre à pied le matin, à l'époque où la société avait 20 employés et lui 30 ans et une certaine capacité à s'arrêter en chemin. Le pain au chocolat était bon. Il le mangea dans la voiture en attendant qu'Édouard arrive, ce qui était absurde parce qu'il avait une cuisine entièrement équipée en haut. Mais certaines choses n'ont pas de logique autre qu'elles-mêmes. Au bureau, les choses continuaient leur rythme de fin d'année. Les équipes étaient dans la phase de bilan trimestriel. Les directeurs de pôle rendaient leurs rapports. Les primes étaient calculées avec la précision rigoureuse qu'Antoine imposait depuis toujours. Au mérite, sans favoritisme, avec des critères écrits et communicables. C'était une de ses fiertés tranquilles. Dans 14 ans d'entreprise, personne n'avait jamais pu dire que les décisions de rémunération étaient arbitraires. Elles étaient peut-être dures, mais elles étaient justes. Il y avait une différence. Isabelle lui apporta un dossier le mercredi matin. Elle le posa sur le bureau avec son expression habituelle, neutre, efficace, et dit « Le contrat de Madame Martin a été enregistré au service RH. Elle a signé et renvoyé hier. Prise d'effet au 1er décembre comme prévu. » Elle s'arrêta une demi-seconde, ce qui chez Isabelle représentait l'équivalent d'une pause dramatique. Et j'ai pris la liberté de transmettre l'information à Monsieur Renard, en contrôle de gestion, pour le poste d'alternance.
Il dit qu'il peut recevoir une candidature jusqu'à fin janvier pour une prise d'effet en septembre. Bien. Isabelle allait partir. Elle s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le dossier contre sa poitrine. « Monsieur Lefebvre », il leva les yeux. Elle dit avec la même neutralité qu'elle appliquait à tout, mais avec quelque chose de légèrement différent dans le regard. Pas de la tendresse. Isabelle n'était pas du genre à la tendresse au bureau, mais une sorte de reconnaissance discrète. C'était une bonne décision. Elle sortit avant qu'il puisse répondre. Antoine regarda la porte fermée quelques secondes, puis il reprit son stylo. Les semaines qui suivirent installèrent une nouvelle routine dans l'appartement du 7e arrondissement. Une routine si légère et si progressive qu'Antoine ne l'aurait pas su nommer si on lui avait demandé de la décrire. Ce n'était pas une amitié. Ce n'était pas non plus la relation formelle et distante qu'il avait entretenue pendant 9 ans avec la présence fantôme d'une femme de ménage qui venait et repartait sans laisser autre chose qu'un appartement propre. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qui n'avait pas encore de nom dans le vocabulaire qu'il utilisait habituellement. Sonia arrivait à 7 heures. Elle commençait par la cuisine, passait au couloir, faisait les chambres, finissait par les pièces de vie. Elle travaillait avec la même rigueur qu'avant, la même précision, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Quelque chose d'imperceptible et de réel à la fois, comme la différence entre une pièce avec et sans lumière naturelle, un changement qu'on sent avant de le voir. Antoine, certains matins, était là. Pas toujours. Ses déplacements, ses réunions, l'architecture dense de ses journées le tenaient souvent loin de l'appartement pendant la plage du matin. Mais quand il était là, il y avait du café pour deux. Pas systématiquement, pas avec une régularité programmée, mais avec la spontanéité un peu raide de quelqu'un qui apprend à faire des choses sans raison logistique. Les échanges étaient courts, quelques phrases. Elle lui parlait de sa mère, pas toujours, pas lourdement, mais avec la naturalité de quelqu'un qui partage ce qui occupe ses pensées sans en faire un fardeau à transmettre. Sa mère avait retrouvé une chanson qu'elle n'avait pas chantée depuis 40 ans. Sa mère avait reconnu Yasmine un matin et l'avait appelée par son prénom, pour la première fois depuis des semaines. Sa mère avait mangé de bon appétit le dimanche, ce qui était rare depuis l'automne. Antoine écoutait. Il ne disait pas grand-chose en retour, ce n'était pas son registre, le commentaire émotionnel, la réponse chaleureuse calibrée pour accueillir ce qu'on lui offrait. Mais il écoutait avec une attention qu'il réservait habituellement aux réunions stratégiques. L'attention complète de quelqu'un qui enregistre et retient, et Sonia, qui avait appris à lire les gens à travers les années, comprit assez vite que le silence d'Antoine Lefebvre n'était pas de l'indifférence, c'était sa façon d'être présent. Un matin de la 2e semaine de décembre, elle lui demanda sans raison apparente s'il avait de la famille à Paris pour les fêtes. Il y eut un silence. « Ma sœur est à Bordeaux, dit-il, et mon fils. » Sonia s'arrêta. Elle ne savait pas qu'il avait un fils. Rien dans l'appartement ne le suggérait. Pas de photos, pas de dessins d'enfants, pas de ces petits marqueurs de vie personnelle qu'on trouve habituellement dans les espaces habités. Quel âge ? 12 ans. Il vit avec sa mère. Une pause. On se voit les 3e et 4e semaines de vacances scolaires et un week-end sur 2 quand il n'a pas d'activité. Ce n'était pas de la plainte. C'était de la comptabilité, le même ton qu'il utilisait pour décrire un planning de chantier. Mais Sonia entendit, sous la comptabilité, quelque chose qu'on entend quand on a passé des années à faire attention aux choses que les gens ne disent pas directement. Elle n'insista pas, elle dit « Il s'appelle comment ?»« Mathieu !» C'est un beau prénom. Antoine prit sa tasse, ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, si discrètement que Sonia faillit ne pas l'entendre, « Il est comme sa mère. Il parle facilement aux gens. » Ce n'était pas de l'amertume. C'était la formulation nette d'un homme qui sait exactement ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, et qui a cessé depuis longtemps de prétendre que la ligne entre les deux n'existe pas. Sonia regarda son profil, le menton légèrement levé, les yeux sur la fenêtre, cette posture verticale qui ne se relâchait jamais complètement, et pensa que la rigidité de cet homme n'était pas de la dureté, c'était une armure. Et les armures, elle le savait pour avoir passé sa vie à travailler autour de gens qui en portaient de toutes sortes, n'étaient jamais portées par des gens qui n'avaient rien à protéger. Elle ne dit rien de tout ça.
Elle finit son café, se leva. Il vient pour Noël? La semaine entre Noël et le 1er de l'an. Bien. Elle posa sa tasse dans l'évier. Je ferai les vitres avant le 23, pour que ce soit lumineux quand il arrive. Antoine la regarda. Une expression traversa son visage, quelque chose de bref, de presque invisible, qui ressemblait à ce qu'on ressent quand quelqu'un fait attention à quelque chose auquel on n'avait pas pensé, mais qui comptait. Il dit « bien » et retourna dans son bureau. Yasmine envoya son CV le 18 décembre. Antoine le trouva dans sa boîte mail un mardi matin, transmis par Isabelle avec la note « Candidature alternance, contrôle de gestion. Yasmine Martin, terminal ES, dossier scolaire joint. » Il l'ouvrit, lut le CV, une page, sobre, bien structurée pour quelqu'un de 17 ans, sans remplissage ni fioriture. Puis il lut la lettre de motivation. Elle était courte, 3 paragraphes, et directe d'une façon qui lui rappela quelque chose qu'il ne chercha pas à identifier immédiatement. Elle disait qu'elle voulait comprendre comment les entreprises fonctionnaient de l'intérieur, pas depuis les livres. Elle disait qu'elle était patiente et qu'elle savait travailler. Elle disait, dans le dernier paragraphe, qu'elle avait grandi en regardant sa mère ne jamais compter ses heures et qu'elle avait décidé que la rigueur n'était pas une contrainte, mais un choix. Antoine lut ce paragraphe 2 fois. Puis il transmit le dossier à Renard en contrôle de gestion avec une note, à convoquer en janvier. Candidature à traiter en priorité. Le 23 décembre, Sonia fit les vitres. L'appartement brillait sous la lumière d'hiver quand Antoine rentra ce soir-là, les grandes baies vitrées du salon transparentes comme du cristal, la ville de Paris visible jusqu'aux collines lointaines de Montmartre. Il s'arrêta dans l'entrée, regarda le salon, regarda les vitres. Sur la bancada de la cuisine, à côté de la cafetière, il y avait une petite enveloppe. Il l'ouvrit. Une carte, simple, avec une illustration d'un sapin stylisé en bleu marine. À l'intérieur, l'écriture de Sonia, ronde, appliquée, les mêmes lettres soigneuses que dans le cahier de transmission qu'elle remplissait parfois quand elle avait une observation sur le matériel. « Joyeux Noël, monsieur Lefebvre. Profitez de votre fils. S. Martin. » Il tint la carte quelques secondes, la posa sur le comptoir, alla chercher son téléphone. Il envoya un message à Mathieu. « Tout est prêt pour lundi. La vue est belle cette année. » Il n'avait jamais envoyé ce genre de message avant. Il envoyait des messages pratiques à son fils, horaire de train, liste de ce qu'il devait apporter, confirmation de réservation pour les activités prévues. Pas « la vue est belle cette année ». Mathieu répondit 3 minutes plus tard, avec un émoji de sapin. « Et hâte d'être là, papa. » Antoine regarda l'émoji un moment, puis il posa le téléphone, sourit légèrement. Un sourire petit, intérieur, presque imperceptible de l'extérieur. La semaine de Noël passa. Mathieu débarqua avec son sac à dos trop lourd et ses questions sur tout. 12 ans d'énergie concentrée dans un appartement qu'il n'en avait pas vu depuis longtemps. Il remarqua les vitres propres, dit « C'est vachement lumineux ici, papa ». Et Antoine pensa à Sonia, sans le dire. Ils allèrent au marché de Noël du Champ de Mars, chose qu'Antoine n'avait pas faite depuis l'époque du mariage. Mathieu voulut un vin chaud. Antoine dit non, il avait 12 ans. Puis une crêpe, Antoine dit oui, et ils mangèrent leur crêpe sur un banc avec le froid de décembre sur le visage, et la tour Eiffel qui brillait dans le noir derrière eux. Et ce fut, objectivement, l'une des meilleures heures qu'Antoine Lefebvre eût passées depuis des années, sans pouvoir expliquer précisément pourquoi. Il le sut, il ne se demanda pas pourquoi, il n'analysa pas. Il était là, simplement, avec son fils, et une crêpe au sucre, à Paris en décembre, et c'était suffisant. Quand janvier arriva et que Sonia reprit son service après les fêtes, elle trouva sur la bancada de la cuisine, à côté du matériel, une enveloppe à son nom. À l'intérieur, un chèque cadeau pour une chaîne de pharmacie. Le montant couvrait exactement 3 mois de médicaments non remboursés pour une patiente Alzheimer en GIR2, il avait vérifié, et une note écrite à la main. Bonne année. Dès Sonia lut la note, regarda le chèque, resta debout dans la cuisine silencieuse, le papier entre les doigts. Pas de larmes cette fois, juste une respiration longue, lente, du genre de celle qu'on prend quand on dépose quelque chose de lourd qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié que ce n'était pas le poids normal de la vie. Elle rangea le chèque, prit le matériel et commença son service.
Janvier à Paris avait une qualité particulière que les autres mois n'avaient pas, une austérité lumineuse, froide et nette, qui décapait la ville de ses ornements de fin d'année et la rendait à elle-même. Les rues du 7e retrouvaient leur calme élégant, les touristes se raréfiaient, les habitants reprenaient leur trajet avec la résignation légèrement digne de ceux qui savent que le printemps est encore loin, mais vient quand même. Antoine aimait Janvier. Il avait toujours aimé Janvier, le mois sans occasion, sans obligation festive, sans prétexte à la dispersion. Le mois où le travail reprenait ses droits et où l'agenda retrouvait sa densité naturelle. Cette année-là, cependant, Janvier fut différent sur un point précis et mesurable. Antoine Lefebvre ne travailla pas un seul soir au-delà de 20 heures. Pas une fois. Il rentra à 19 heures le lundi, à 18h30 le mercredi, à 19h15 le vendredi. Les collaborateurs qu'il avait côtoyés depuis les débuts notèrent le changement sans le commenter. Personne ne commentait rien à voix haute dans l'environnement d'Antoine Lefebvre. Mais les regards se croisaient parfois avec ce genre de compréhension muette qu'on développe quand on passe des années dans la même organisation. Isabelle, elle, dit une chose. Une seule, le 3e jeudi de janvier, en déposant le rapport de fin de journée sur son bureau à 18h45, quand elle le vit en train de ranger ses affaires, « Vous partez tôt ». Ce n'était pas une question, ce n'était pas un reproche, c'était une constatation posée avec la neutralité d'une femme qui avait décidé depuis longtemps d'observer les choses sans les juger. Antoine dit « oui » et sortit. Elle rangea le rapport et sourit légèrement en direction de son écran. Ce qui ramenait Antoine plus tôt n'était pas un programme. Ce n'était pas une décision articulée, formulée, inscrite quelque part. C'était quelque chose de plus diffus et de plus réel. L'habitude nouvelle des 15 dernières minutes du service de Sonia, cette fenêtre de 7 heures à 14 heures qui se fermait précisément au moment où lui commençait à penser au retour. Certains soirs, il arrivait quand elle était encore là, sur le point de partir, et ils échangeaient quelques phrases dans le couloir ou dans la cuisine, des choses ordinaires, sans importance particulière, et pourtant Antoine se surprenait, en réunion de l'après-midi, à penser à ce qu'elle lui avait dit le matin sur Yasmine, sur sa mère, sur une chanson que la vieille dame avait fredonnée pendant tout le dîner de la veille. Yasmine fut convoquée le 15 janvier pour un entretien en contrôle de gestion. Elle arriva à l'heure, exactement à l'heure, Isabelle l'avait noté, avec un cartable un peu grand pour elle et une veste que Sonia lui avait repassée la veille avec l'application de quelqu'un pour qui chaque détail compte. Renard l'a reçue pendant 40 minutes. Il rappela Isabelle 2 heures plus tard. La fille était sérieuse, directe, elle posait les bonnes questions. Elle avait compris à quoi servait la comptabilité analytique mieux que certains étudiants de 2e année de BTS. Il voulait la reprendre en juin pour un entretien de présélection pour l'alternance de septembre. Isabelle transmit l'information à Antoine. Il dit « bien » sans lever les yeux. Puis, après une pause, « dites à Renard de lui envoyer 2 ou 3 lectures d'ici là, pour qu'elle arrive préparée. » Il reprit son dossier. Isabelle sortit. Sonia apprit la nouvelle ce vendredi matin. Antoine était dans le bureau, porte entr'ouverte. Une habitude nouvelle, la porte entr'ouverte, qui avait mis quelques semaines à s'installer naturellement. Elle frappa légèrement le chambranle. Il leva les yeux. « Yasmine m'a dit pour l'entretien de juin, » dit-elle. Sa voix était posée, comme toujours, mais il y avait quelque chose dedans. Une vibration légère, à peine perceptible, comme une note tenue juste un peu plus longtemps que les autres. Elle était contente, elle était compétente, c'est différent. Sonia le regarda. Ce n'est pas différent pour elle. Un silence. Antoine posa son stylo. Non, dit-il après un moment. Vous avez raison, ce n'est pas différent. Elle hocha la tête, allait repartir, puis elle s'arrêta, la main sur le chambranle. Ma mère a demandé qui achetait ses médicaments ce mois-ci. Je lui ai dit que c'était une aide de la pharmacie. Elle ne le regarda pas directement en disant ça. Elle a dit merci à la pharmacie. Antoine ne répondit rien. Sonia repartit dans le couloir. Il resta immobile quelques secondes, les yeux sur la porte entr'ouverte, et pensa, sans chercher à analyser ni à cataloguer,
que ce merci transmis depuis une vieille dame qui ne se souvenait plus du prénom de sa fille et le destinait à une pharmacie imaginaire était d'une certaine façon la chose la plus singulière et la plus précieuse qu'on lui eût dite depuis très longtemps. Février arriva. Puis mars, avec les premiers signes du printemps sur les platanes du boulevard Saint-Germain, les bourgeons encore fermés mais déjà présents, promesses tenues par avance. La routine de l'appartement continuait, légère et solide à la fois, avec la robustesse des choses qui ne sont pas construites sur une intention, mais sur une accumulation de matins ordinaires. Un vendredi de la mi-mars, Antoine rentra à 18 heures. Il trouva Sonia encore là. Elle avait pris du retard à cause d'un problème avec la machine à laver qui avait nécessité un appel au technicien. Elle s'en excusa brièvement. Il dit que ce n'était pas grave et alla chercher 2 tasses. Ils s'installèrent dans la cuisine avec le café et la lumière de fin d'après-midi qui entrait par la fenêtre donnant sur la cour intérieure, une lumière différente de celle du salon, plus intime, moins spectaculaire, la lumière de tous les jours. « Vous partez moins tard », dit Sonia. Ce n'était pas une question, mais ça en avait la texture. Le travail n'a pas diminué. Je sais, mais vous partez moins tard. Antoine prit sa tasse. Je rentrais à 22 heures depuis 14 ans. Il regarda la fenêtre. Ma femme disait que je vivais dans mon bureau. Elle n'avait pas tout à fait tort. Sonia ne dit rien. Elle attendit, avec cette patience qu'elle avait, la patience de quelqu'un qui a appris que les choses importantes arrivent à leur propre rythme et qu'on ne les accélère pas. Mathieu m'a envoyé un message la semaine dernière, dit Antoine. Il a eu 19 sur 20 en mathématiques. Une pause. Je le savais avant même qu'il me l'envoie. Sa mère me l'avait dit. Il posa sa tasse. Avant, je répondais aux messages de son école avec un accusé de réception, comme un mail professionnel. Sonia regarda son profil. La lumière de Mars dessinait l'arête de son nez, le pli de la commissure, cette tension permanente autour de la mâchoire qui s'était légèrement relâchée depuis les mois derniers. Pas disparue, jamais complètement, mais relâchée. Comme un ressort qu'on laisse revenir à sa position naturelle au lieu de le comprimer sans cesse. « Et maintenant » dit-elle doucement. « Maintenant je lui réponds qu'il est fort en maths, qu'il tient ça de sa mère. » Un silence. « Ce n'est probablement pas vrai. Sa mère était nulle en maths. » Sonia rit. Pas un grand rire. Un rire petit et sincère, le genre qui arrive sans prévenir et qu'on ne gère pas. Antoine ne rit pas, mais quelque chose dans son expression bougea. Un assouplissement minuscule, un relâchement autour des yeux, qui ressemblait à ce que produit la présence d'un rire chez quelqu'un qui n'est pas prêt à rire lui-même, mais qui accepte que le rire existe dans la pièce. « Vous devriez lui dire la vérité, » dit Sonia quand elle eut fini, « que sa mère était nulle en maths, que vous êtes fier de lui. Les enfants ont besoin d'entendre ça de leur père, même quand les pères ne savent pas très bien comment le dire. » Le silence qui suivit était de la nature de ceux qu'on ne remplit pas parce qu'ils sont déjà pleins. Antoine regarda la fenêtre. La cour intérieure avec ses 2 arbustes dans leur bac en pierre, les fenêtres des appartements d'en face avec leurs rideaux tirés ou non, la vie ordinaire et discrète des immeubles parisiens. « Ma mère à moi est morte quand j'avais 26 ans, dit-il. Ce n'était pas une réponse à ce qu'elle avait dit. C'était une chose qui arrivait, simplement, dans l'espace que la conversation avait ouvert. Elle n'a pas vu la société, elle n'a pas vu l'appartement. Il prit sa tasse, la trouva vide, la reposa. Elle m'aurait dit que j'avais l'air fatigué et m'aurait proposé une soupe. Sonia regarda ses mains sur la table, les siennes, à elle, les articulations marquées. Les paumes que le travail avait transformées au fil des ans, les mains de quelqu'un dont le corps gardait la mémoire de chaque effort. « La mienne ne sait plus mon prénom, » dit-elle, « mais quand je rentre le soir et que je passe dans sa chambre, elle tend la main dans son sommeil. Elle me reconnaît d'une façon que les mots n'atteignent plus. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Quand il parla, sa voix était légèrement différente, pas plus douce, pas plus haute, mais débarrassée de quelque chose, de ce travail permanent de contrôle du timbre que les gens qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ressentent font constamment sans s'en apercevoir. « C'est peut-être la forme la plus honnête de reconnaissance, » dit-il, « celle qui n'a plus besoin des mots pour être vraie. » Sonia le regarda. Pas longtemps, juste assez pour que quelque chose soit enregistré, de part et d'autre, sans avoir besoin d'être nommé.
Elle se leva, rinça sa tasse, prit son manteau sur le crochet du couloir. « Bonne soirée, monsieur Lefebvre. Bonne soirée. » Elle sortit. La porte fit son déclic habituel, propre et net. Antoine resta dans la cuisine un long moment. La lumière de Mars continuait d'entrer par la fenêtre, dorée maintenant que le soleil baissait sur la cour, posant des rectangles chauds sur le carrelage blanc. Il prit son téléphone, ouvrit la conversation avec Mathieu, tapa « Je suis fier de toi pour les maths, et pas seulement pour ça ». Il resta une seconde avec le pouce au-dessus du bouton d'envoi, puis il envoya. Mathieu répondit en 4 minutes « Merci papa » et une fusée emoji. Antoine regarda la fusée, pensa qu'il avait 12 ans, pensa que 12 ans ça passait vite et que ça ne revenait pas. Il posa le téléphone, regarda la cuisine propre, la lumière du soir, la tasse de Sonia retournée sur le séchoir. Il pensa à ce qu'elle lui avait dit. Les enfants ont besoin d'entendre ça de leur père, et pensa à sa propre mère qui lui aurait proposé une soupe, et pensa à la vieille dame à Saint-Denis qui tendait la main dans son sommeil et reconnaissait sa fille sans mots, et pensa pour la première fois depuis qu'il avait commencé à construire sa vie sur la certitude que la discipline était la réponse à tout, que peut-être la réponse à tout n'était pas la discipline. Peut-être que la réponse à tout, ou du moins à la partie qui comptait vraiment, c'était beaucoup plus simple que ça. C'était une cuisine avec de la lumière dedans. C'était 2 tasses sur la table. C'était quelqu'un qui tendait la main dans l'obscurité et trouvait quelque chose à tenir. Il n'y avait pas de grande conclusion à tirer, il n'y avait pas de transformation spectaculaire à annoncer, pas de discours à faire, pas de moment inaugural à pointer. Il y avait juste un homme de 44 ans dans sa cuisine un soir de mars, qui rentrait à 18 heures au lieu de 22, qui envoyait des messages à son fils avec des mots vrais, qui faisait du café pour 2 le matin sans que personne le lui ait demandé, et qui avait appris, lentement, à contre-courant de tout ce qu'il avait construit, que la rigueur sans présence n'était qu'une façon élégante d'être absent. Pas de sentimentalisme. Il sourit légèrement, seul dans sa cuisine, à cette phrase qu'il s'était répétée pendant des mois comme une instruction de sécurité. Elle ne tenait plus vraiment. Elle n'avait peut-être jamais tenu autant qu'il le croyait. Le lendemain matin, il arriva à 7 heures. Sonia était déjà là. Il l'entendit dans la cuisine, le bruit de l'eau qui coulait, le cliquetis des rangements. Il posa son attaché-casse dans l'entrée, desserra son nœud de cravate avant même d'avoir atteint le bureau. Un geste devenu naturel maintenant, presque inconscient. Et dans le couloir, il croisa Sonia qui venait dans l'autre sens, son chariot à la main. Et elle lui dit « Bonjour, monsieur Lefebvre », avec le ton simple et quotidien de quelqu'un pour qui ce bonjour-là n'était plus jamais anodin, sans être non plus dramatique. Et il dit « Bonjour », et ils continuèrent chacun dans leur direction. Et c'était tout. Et c'était assez. Et là, dans cet appartement du 7e arrondissement, qui n'était plus silencieux de la même façon qu'avant, pas bruyant, jamais bruyant, mais habité d'une présence qui avait changé la texture du silence lui-même, Antoine Lefebvre comprit ce qu'il n'avait pas compris en 14 ans d'entreprise, en 20 millions d'euros de contrats signés, en 38 millions de patrimoine accumulé avec la précision d'un ingénieur qui ne laisse rien au hasard. La vraie rigueur n'était pas de ne jamais faire d'exception. La vraie rigueur, c'était de savoir reconnaître, quand elle se présentait, la chose qui méritait qu'on en fasse une. Ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas du sentimentalisme. C'était le jugement le plus difficile et le plus juste qu'un homme puisse exercer. Savoir quand les règles servent la vie, et savoir quand c'est la vie qui doit primer. Il avait fallu une femme endormie dans une poltrona en cuir blanc, les mains crispées sur un panneau même dans le sommeil, pour qu'il comprenne ça. Et parfois, se dit-il en ouvrant son ordinateur dans la lumière de Mars, les plus grandes décisions d'un PDG ne valent pas 3 600 000 €. Elles valent une tasse de café posée à la bonne température, au bon moment, pour quelqu'un qui en avait besoin. Yeah.